Quelques jours après la mort de mon mari, ses enfants ont dit « Nous voulons l'héritage, l'entreprise, tout ». Mon avocat m'a supplié de me battre. J'ai dit « Donnez-leur tout ». Tout le monde pensait que j'étais folle. Lors du procès final, j'ai signé les papiers. Les enfants ont souri, jusqu'à ce que leur avocat devienne pâle en lisant. « Bonjour, je m'appelle Élise Fontaine, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aiderait énormément. Merci de votre soutien. Je me souviens parfaitement de ce matin-là. Il pleuvait sur Paris. Une pluie fine, froide, qui rendait tout encore plus gris. J'avais 62 ans et je venais de perdre l'homme de ma vie. Mon appartement du boulevard Saint-Germain était plongé dans le silence. Un silence lourd, étouffant. Le genre de silence qui suit la mort. Henri était parti depuis 3 jours. 3 jours seulement. J'étais assise dans le salon, encore vêtue de ma robe noire du cimetière. Mes cheveux grisonnants étaient tirés en arrière, attachés sans soin. Je n'avais plus la force de prendre soin de moi. À quoi bon? Sur la cheminée, la photo d'Henri me regardait. Son sourire doux, ses yeux bienveillants. Mon Henri. 5 ans de mariage. 5 années de bonheur pur après tant d'années de solitude. Henri, murmurai-je en fixant son visage figé dans le temps. Comment vais-je faire sans toi? La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres. Paris continuait de vivre dehors, indifférent à ma douleur. Les passants couraient sous leur parapluie. Les voitures klaxonnaient. La vie continuait. Mais pour moi, tout s'était arrêté il y a 3 jours. J'ai fermé les yeux, essayant de me remémorer sa voix, son odeur, la chaleur de sa main dans la mienne. Mais déjà, les souvenirs commençaient à s'estomper. Cette pensée me terrifiait. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas dans le couloir. Des pas lourds, pressés, puis des coups violents à la porte. Mon cœur s'est serré. Je savais qui c'était. J'ai ouvert la porte lentement. Devant moi se tenaient Julien et Céline, les enfants d'Henri. Ses enfants de son premier mariage. Julien avait 38 ans, grand, le visage dur, un costume sur mesure qui devait coûter plus que mon loyer mensuel. Ses yeux étaient froids, calculateurs. À côté de lui, Céline, 35 ans, vêtue d'un tailleur Chanel, un sac Hermès au bras. Son maquillage était parfait, pas une mèche de cheveux déplacée. Elle me regardait avec un mélange de mépris et d'impatience. « Bonjour, Élise », dit Julien sans la moindre chaleur dans la voix. Pas de condoléances, pas d'étreinte, pas même un semblant de compassion. « Julien. »« Céline », répondis-je d'une voix faible. Ils sont entrés sans attendre mon invitation, comme s'ils étaient en chez eux. Céline a jeté un regard circulaire sur le salon, évaluant sans doute la valeur de chaque objet. « Nous devons parler », annonça Julien en restant debout, refusant même de s'asseoir. « De l'héritage de papa. » Mon sang s'est glacé. Henri n'était même pas encore froid dans sa tombe. « Votre père vient de mourir. » ai-je commencé, la voix tremblante. « Et la vie continue », m'a coupé Céline sèchement. Papa possédait beaucoup de choses, l'entreprise Beaumont, les appartements, les comptes en Suisse. Nous voulons savoir ce qui nous revient. « Ce qui vous revient ?» ai-je répété, incrédule. Julien s'est avancé vers moi. Son regard était dur, sans pitié. « Soyons clairs, Élise. Vous avez été mariée à notre père pendant 5 ans. 5 petites années. Nous sommes ses enfants. Nous avons 38 et 35 ans d'histoire avec lui. Nous voulons tout, a ajouté Céline en croisant les bras. L'entreprise, les biens immobiliers, les comptes bancaires, tout ce qui appartenait à papa. Je les regardais, incapable de parler. La douleur dans ma poitrine était physique. « Et si vous essayez de nous en empêcher ?» continua Julien d'un ton menaçant. « Nous irons devant les tribunaux. Nous avons déjà contacté un avocat. » Céline a souri, un sourire froid, calculé. « Papa n'aurait pas voulu que vous gardiez tout pour vous. Il nous aimait. C'était notre père avant d'être votre mari. » Mes jambes tremblaient. Je me suis agrippée au dossier du canapé pour ne pas m'effondrer. « Vous avez jusqu'à demain pour réfléchir.
a dit Julien en se dirigeant vers la porte. Ensuite, nous lancerons la procédure. Ils sont partis aussi brusquement qu'ils étaient arrivés. La porte a claqué derrière eux. Je me suis effondrée sur le canapé, tremblante. Les larmes coulaient sur mes joues. Comment pouvaient-ils être aussi cruels? Leur propre père venait de mourir et ils ne pensaient qu'à l'argent. J'ai regardé à nouveau la photo d'Henri. « Qu'est-ce que je dois faire ?» ai-je murmuré. Mais Henri ne pouvait plus me répondre. La pluie continuait de tomber sur Paris. Et moi, je restais là, seule, brisée, ne sachant pas comment affronter ce qui m'attendait. Les jours suivants ont été un cauchemar. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. L'appartement qui avait été notre refuge était devenu une prison. Chaque fois que je regardais un meuble, un tableau, un objet, je me demandais si Julien et Céline allaient me l'arracher. Tout ce qui m'entourait me rappelait Henri, et maintenant ses enfants voulaient tout prendre. J'ai passé des nuits entières à pleurer, recroquevillée dans notre lit. Le côté d'Henri était vide, froid. Son oreiller ne sentait déjà plus son parfum. Une semaine après leur visite, j'ai reçu une lettre de leur avocat, Maître Renard. Le nom était gravé en lettres dorées sur un papier épais, luxueux. La lettre était brève, froide, juridique. Il réclamait l'intégralité de l'héritage. Il contestait le testament. Il me donnait 2 semaines pour trouver un arrangement à l'amiable, sinon ils engageraient une procédure judiciaire. Mes mains tremblaient en tenant cette lettre. J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. C'est ce jour-là que j'ai appelé Maître Dubois, mon avocat. Un homme de 55 ans, élégant, avec des lunettes à monture fine et un regard intelligent. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau, près de la place Vendôme. Un bureau luxueux, avec vue sur Paris. Des bibliothèques remplies de codes juridiques tapissaient les murs. Il a lu la lettre de Maître Renard, puis a levé les yeux vers moi. « Élise, ils n'ont aucun droit légal sur l'essentiel de l'héritage, » a-t-il dit d'une voix ferme. « Henri a fait un testament en bonne et due forme. Il vous a tout laissé. »« Mais ce sont ses enfants, » ai-je murmuré. « Des enfants qui ne lui ont pas parlé pendant des années, » a répliqué Maître Dubois en retirant ses lunettes. « Henri m'a tout raconté. Ils l'ont abandonné après son divorce. Ils ne sont revenus que lorsqu'ils ont appris qu'il avait fait fortune. » C'était vrai. Henri me l'avait confié plusieurs fois. Julien et Céline avaient pris le parti de leur mère lors du divorce. Ils avaient coupé les ponts avec Henri pendant presque 10 ans. Ce n'est que lorsque l'entreprise Beaumont avait commencé à prospérer, quand les magazines économiques avaient parlé d'Henri comme d'un self-made man, qu'ils étaient réapparus. « Vous devez vous battre », insista Maître Dubois. L'entreprise vaut des millions d'euros, les appartements à Paris et à Lyon, les comptes en Suisse. Henri a travaillé toute sa vie pour construire cela, et il voulait que vous en bénéficiez. Je regardais par la fenêtre. La tour Eiffel se dressait au loin, majestueuse, indifférente aux drames humains qui se jouaient à ses pieds. Maître Dubois, ai-je dit lentement, donnez-leur tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pardon, a-t-il demandé, convaincu d'avoir mal entendu. Donnez-leur tout, l'entreprise, les appartements, les comptes, tout. Maître Dubois s'est levé d'un bond, son visage exprimant un mélange d'incrédulité et de colère. Vous ne pouvez pas être sérieuse, après tout ce qu'Henri a fait pour vous, après la façon dont il vous a aimé? Je suis très sérieuse, ai-je répondu calmement. Élise, écoutez-moi, a-t-il dit en s'approchant de moi. Si vous abandonnez maintenant, vous n'aurez rien, rien. Vous avez 62 ans. Comment allez-vous vivre? J'ai souri faiblement. J'ai mes économies, un petit appartement que j'avais avant de rencontrer Henri. Je survivrai. Survivre? A-t-il explosé. Vous devriez vivre. Henri voulait que vous viviez confortablement. Henri est mort, ai-je dit doucement, sentant les larmes monter. Et je ne veux pas passer les années qu'il me reste à me battre contre ses enfants. Maître Dubois m'a regardé longuement, puis s'est rassis, vaincu. « Vous faites une terrible erreur », a-t-il murmuré. « Peut-être, ai-je admis. Mais c'est ma décision. » Il a hoché la tête, résigné. « Très bien, je vais préparer les documents de renonciation. Mais je vous en supplie, Élise, réfléchissez encore. »
Je suis partie de son bureau le cœur lourd. En marchant dans les rues de Paris, je me demandais si j'avais pris la bonne décision. Peut-être que Maître Dubois avait raison. Peut-être que j'étais folle. Mais je me souvenais des derniers jours d'Henri, de sa main dans la mienne, de ses derniers mots, et je savais que je faisais exactement ce qu'il fallait. 2 semaines plus tard, Maître Dubois m'a appelé. Les documents étaient prêts. Il avait contacté Maître Renard. Une audience avait été fixée au tribunal. « Ils sont très contents », m'a-t-il dit d'une voix amère. « Julien et Céline pensent qu'ils ont gagné. »« Tant mieux », ai-je répondu simplement. « Élise », a commencé Maître Dubois. « Ne dites rien », l'ai-je interrompu. « Faites simplement ce que je vous ai demandé. » Il a soupiré longuement. « D'accord. L'audience est dans 3 jours, au palais de justice. » J'ai raccroché et me suis assise dans le salon vide. La photo d'Henri me regardait toujours depuis la cheminée. « Bientôt, mon amour », ai-je murmuré. « Bientôt, ils comprendront. » La pluie recommençait à tomber sur Paris, mais cette fois, je ne pleurais pas. Cette fois, j'étais calme, presque sereine, parce que je savais quelque chose que Julien et Céline ignoraient, quelque chose qu'Henri m'avait confié dans ses derniers moments. Et dans 3 jours, au tribunal, tout allait être révélé. Le jour de l'audience est arrivé, un matin froid de novembre. Le ciel de Paris était d'un gris métallique, lourd de nuages qui menaçaient de déverser leur pluie à tout moment. Je me suis habillée simplement. Une robe noire, un manteau sobre, des chaussures plates. Pas de bijoux, pas de maquillage élaboré. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais, une veuve épuisée, brisée par le chagrin. Maître Dubois est venu me chercher en taxi. Dans la voiture, il a essayé une dernière fois de me faire changer d'avis. « Élise, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore. »« Non », ai-je coupé fermement. « Et nous allons au bout. » Il a secoué la tête, résigné, et n'a plus rien dit jusqu'au palais de justice. Le bâtiment était imposant, majestueux, avec ses colonnes de pierre et ses grandes portes sculptées. Des avocats en robe noire allaient et venaient, des dossiers sous le bras. L'odeur de l'encre, du papier et de la cire d'abeille flottait dans l'air. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Une pièce austère, avec des bancs en bois sombre, de hauts plafonds et une lumière froide qui tombait des fenêtres étroites. Julien et Céline étaient déjà là. Julien portait un costume 3 pièces impeccable. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son visage arborait une expression de satisfaction contenue. Céline, vêtue d'un tailleur crème, avait un sourire aux lèvres. Un sourire de victoire. Elle a croisé mon regard et n'a même pas pris la peine de le détourner. Son mépris était palpable. À côté d'eux se tenait Maître Renard, leur avocat. Un homme d'environ 45 ans, bronzé, avec des dents d'un blanc éclatant et une montre suisse qui brillait à son poignet. Il exsudait la confiance et l'arrogance. Je me suis assise de l'autre côté de la salle, Maître Dubois à mes côtés. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais d'anticipation. Le juge est entré. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon strict, lunettes sur le bout du nez. Son visage était sévère, impassible. « Affaire Beaumont contre Fontaine », a-t-elle annoncé d'une voix claire. « Succession de Monsieur Henri Beaumont ». Elle a pris les documents devant elle et a commencé à lire. « Madame Élise Fontaine, épouse en seconde noces du défunt, a déclaré renoncer volontairement à l'intégralité de l'héritage au profit des enfants du défunt, Monsieur Julien Beaumont et Madame Céline Beaumont. Est-ce exact ?» Je me suis levée, la gorge serrée. « C'est exact, Madame la juge. » Julien et Céline ont échangé un regard. Le sourire de Céline s'est élargi. La juge s'est tournée vers eux. « Monsieur Julien Beaumont et Madame Céline Beaumont, acceptez-vous cette renonciation et l'héritage dans son intégralité ?» Julien s'est levé prestement. « Nous l'acceptons, Madame la juge. »« Sans aucune réserve », a ajouté Céline en se levant à son tour. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci. La juge a hoché la tête et a tendu les documents à Maître Dubois. Madame Fontaine, veuillez signer ici, ici
Et là, Maître Dubois m'a tendu les papiers. Sa main tremblait légèrement. Il m'a regardé une dernière fois, une question muette dans les yeux. J'ai pris le stylo. J'ai signé lentement, posément, chaque document. Ma signature, Élise Fontaine, s'inscrivait en lettres bleues sur le papier blanc. De l'autre côté de la salle, j'entendais Céline chuchoter quelque chose à Julien. Il riait doucement. J'ai terminé de signer. Maître Dubois a repris les documents et les a tendus au greffier. Le greffier les a passés à Maître Renard. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Maître Renard a pris les documents d'un geste assuré, presque nonchalant. Il a commencé à les parcourir, sans doute pour vérifier que tout était en ordre. Son regard s'est posé sur la première page, puis sur la seconde, puis sur la troisième. Soudain, son visage a changé. La couleur a quitté ses joues. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte. « Attendez !» a-t-il murmuré, la voix étranglée. Julien a froncé les sourcils. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Maître Renard a relu les documents, page après page, de plus en plus vite. Ses mains ont commencé à trembler. « Il y a un problème », a-t-il dit d'une voix blanche. Céline s'est penchée vers lui, agacée. « Quel problème ? Tout est signé, non ?» Maître Renard a levé les yeux vers elle. Son visage était livide, couvert de sueur. « L'héritage, a-t-il commencé, la voix cassée. « L'héritage n'est pas. »« Parlez clairement, » a aboyé Julien. Maître Renard a pris une grande inspiration et a lu à voix haute, d'une voix tremblante, « L'entreprise Beaumont & Fils, ainsi que l'ensemble des biens immobiliers et comptes bancaires listés en annexe, font l'objet de dettes cumulées s'élevant à 4 700 000 €. Le silence qui a suivi était total. On aurait pu entendre une mouche voler. « Quoi ?» a soufflé Céline, le visage figé. Maître Renard continuait de lire, sa voix montant dans les aigus. Ces dettes incluent des emprunts bancaires avec intérêts composés, des arriérés fiscaux et des procédures judiciaires en cours pour des litiges commerciaux. Les héritiers acceptant la succession acceptent la responsabilité intégrale de ces dettes. Julien a arraché les papiers des mains de son avocat. Ses yeux parcouraient frénétiquement les lignes, encore et encore. « Non », murmurait-il. « Non, ce n'est pas possible. » La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Seul le bruissement des papiers entre les mains tremblantes de Julien résonnait. Céline s'est levée brusquement, faisant grincer sa chaise contre le sol. « C'est impossible !» a-t-elle crié, la voix stridente. « Papa était riche. L'entreprise valait des millions. » Maître Renard continuait de lire les documents, page après page, son teint devenant de plus en plus cireux. « Il y a plus !» a-t-il murmuré, la voix à peine audible. « Beaucoup plus !» Il a toussé, s'est éclairci la gorge et a continué d'une voix chevrotante. « Détail des dettes, prêt bancaire auprès de la BNP Paribas, capital restant dû 2 300 000 €, avec clause de remboursement immédiat en cas de décès du souscripteur. » Julien est devenu livide. « Remboursement immédiat ?» a-t-il répété. « Arriérés fiscaux auprès de la Direction générale des finances publiques, 900 000 € avec pénalité de retard. » Continuait Maître Renard d'une voix mécanique. Céline s'est agrippée à la table. Ses jambes semblaient ne plus pouvoir la porter. Procédure judiciaire engagée par 3 anciens employés pour licenciement abusif. Montant réclamé 500 000 €. Jugement en première instance favorable aux plaignants. Maître Renard a levé les yeux vers ses clients. Son visage exprimait l'horreur absolue. Et ce n'est pas tout. Il y a des créances impayées auprès de fournisseurs, des pénalités contractuelles, des hypothèques sur les biens immobiliers. Le patrimoine est négatif, a complété Maître Dubois d'une voix calme depuis notre côté de la salle. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il s'est levé lentement, avec une dignité tranquille. Le patrimoine de M. Henri Beaumont est négatif de près de 5 millions €. En acceptant l'héritage sans réserve ni inventaire préalable, comme vous venez de le faire, vous acceptez également l'intégralité du passif. Julien a laissé tomber les papiers. Son visage était décomposé. Mais on peut refuser. On peut annuler. Maître Dubois a secoué la tête. Trop tard. Vous avez accepté devant le tribunal. C'est irrévocable.
Article 785 du Code civil français. La juge, qui était restée silencieuse jusque-là, a pris la parole d'une voix ferme. Maître Dubois a raison. L'acceptation pure et simple de l'héritage vous lie juridiquement. Vous êtes désormais responsable des dettes du défunt. Céline s'est tournée vers moi, le visage tordu par la rage et l'incompréhension. « Vous saviez !» a-t-elle hurlé. « Vous saviez !» Je l'ai regardée calmement. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en paix. « Oui !» ai-je répondu simplement. Je savais. Julien s'est avancé vers moi, les poings serrés. « Vous nous avez piégés, c'est de la fraude. » L'huissier s'est immédiatement interposé. « Monsieur, restez à votre place. » Maître Dubois s'est avancé, les mains dans le dos. « Il n'y a aucune fraude, Maître Renard. Madame Fontaine a simplement accepté la demande de vos clients. Ils voulaient tout. Elle leur a donné exactement ce qu'ils réclamaient. »« Mais elle ne nous a pas informés des dettes ?» a crié Maître Renard, désespéré. « Elle n'en avait aucune obligation légale » a rétorqué Maître Dubois froidement. Les héritiers ont le devoir de faire leur propre vérification avant d'accepter un héritage. Vous le savez parfaitement. Maître Renard s'est effondré sur sa chaise, anéanti. La juge a frappé son marteau. L'audience est close. La succession est réglée conformément à la loi. Elle s'est levée et a quitté la salle. Céline s'est tournée vers moi, des larmes de rage coulant sur ses joues. Nous allons être ruinés. Vous comprenez ça? Ruinés. Je me suis levée lentement, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la sortie. Mais avant de partir, je me suis arrêtée et me suis retournée vers eux. Henri m'a tout expliqué avant de mourir, ai-je dit d'une voix douce mais ferme. Il m'a raconté comment l'entreprise s'effondrait, comment il avait accumulé des dettes pour essayer de la sauver, comment le stress l'avait rendu malade. J'ai fait une pause, regardant tour à tour Julien et Céline. Il m'a aussi raconté comment vous l'aviez abandonné après son divorce, comment vous ne l'avez contacté que lorsque vous avez appris qu'il avait réussi, comment vous ne lui avez jamais demandé comment il allait, mais seulement combien il avait. Julien a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Vous vouliez tout, ai-je continué. Vous l'avez répété encore et encore. Nous voulons tout. Eh bien, félicitations, vous avez tout. L'entreprise en faillite, les biens hypothéqués, les dettes astronomiques, tout. Céline sanglotait maintenant ouvertement. Vous nous avez détruits. Ah, a-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête. Non, c'est votre propre avidité qui vous a détruit. Henri le savait. C'est pour ça qu'il m'a fait promettre de ne pas me battre, de vous laisser prendre tout ce que vous vouliez. J'ai marqué une dernière pause avant de sortir. Il voulait que vous appreniez une leçon. J'espère que vous l'avez apprise. Et je suis sortie de la salle d'audience. Derrière moi, j'entendais les cris de Julien et les sanglots de Céline. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis descendue les marches du palais de justice lentement, le cœur battant. L'air froid de novembre me fouettait le visage, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je respirais. Maître Dubois m'a rejointe sur le parvis. Il avait un petit sourire au coin des lèvres. « Vous m'avez surpris, Élise. Je dois l'admettre. Vous pensiez vraiment que j'étais folle de tout leur donner ?» ai-je demandé. « J'en étais convaincu, » a-t-il admis, jusqu'à ce que j'ai relu en détail tous les documents d'Henri. Alors j'ai compris. Nous avons marché en silence jusqu'à un petit café sur la place Dauphine. Nous nous sommes assis en terrasse malgré le froid. J'ai commandé un chocolat chaud. « Henri vous a tout expliqué avant de mourir ?» a demandé Maître Dubois. J'ai hoché la tête, serrant la tasse chaude entre mes mains. Les dernières semaines ont été terribles. Il souffrait tellement. Le cancer le rongeait de l'intérieur. Mais ce qui le faisait le plus souffrir, c'était l'échec de son entreprise. J'ai bu une gorgée de chocolat, laissant la chaleur se répandre en moi. Il me racontait tout. Comment il avait tenté de sauver l'entreprise Beaumont. Comment il avait contracté emprunt sur emprunt. Comment il avait hypothéqué tous les biens. Pourquoi n'a-t-il rien dit à ses enfants ? A demandé Maître Dubois. Parce qu'il ne lui aurait jamais demandé, ai-je répondu amèrement.
Julien et Céline ne venèrent le voir que pour parler d'argent, pour savoir combien valait l'entreprise, combien ils hériteraient. Jamais ils ne lui ont demandé comment il se sentait. Maître Dubois a secoué la tête. L'avidité rend aveugle. Henri me l'a dit la veille de sa mort, ai-je continué, sentant les larmes monter. Il m'a fait promettre de ne pas me battre, de leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Je me suis essuyé les yeux avec un mouchoir. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il délirait à cause des médicaments. Mais il était lucide, terriblement lucide. Il voulait leur donner une leçon, a murmuré Maître Dubois. Oui, il disait, laisse-les avoir ce qu'ils désirent tant. Laisse-les découvrir que derrière l'illusion de la richesse, il n'y a que des dettes et des ruines. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les passants se presser dans les rues de Paris. « Et vous, Élise ?» a finalement demandé Maître Dubois. « Comment allez-vous vivre maintenant ?» J'ai souri doucement. Henri a pensé à tout. Il a protégé ce qui comptait vraiment. Comment ? Notre petite maison en Provence, ai-je expliqué. Il l'a mise à mon nom il y a 2 ans, bien avant que l'entreprise ne commence à s'effondrer. Légalement, elle n'a jamais fait partie de son patrimoine. Maître Dubois a souri. Malin. Il a aussi ouvert un compte d'épargne à mon nom. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour vivre modestement jusqu'à la fin de mes jours. Donc, vous êtes protégé. Oui. Pendant que Julien et Céline couraient après des millions imaginaires, Henri s'assurait que j'aurais de quoi vivre simplement, mais dignement. J'ai terminé mon chocolat chaud. Ce n'est pas une fortune. Juste une petite maison au soleil, un jardin où faire pousser des tomates et assez d'argent pour ne manquer de rien. C'est plus que ce qu'auront Julien et Céline, a remarqué Maître Dubois. Ils auront des dettes pour le reste de leur vie, ai-je dit sans émotion particulière. Les banques vont les poursuivre. Ils devront vendre leurs propres biens pour rembourser. Leurs appartements, leurs voitures, tout. Vous ne ressentez aucune pitié. J'ai réfléchi à cette question. Si, peut-être un peu, ce sont quand même les enfants d'Henri. Mais ils ont fait leur choix. Ils auraient pu être patients, attendre, poser des questions. Mais non, ils voulaient tout de suite. Maître Dubois a demandé l'addition. Qu'allez-vous faire maintenant ? Partir, ai-je répondu simplement. Quitter Paris, m'installer en Provence, vivre simplement, me souvenir d'Henri sans que tout me rappelle sa mort. C'est une sage décision. Nous nous sommes levés. Maître Dubois m'a serré la main chaleureusement. Ce fut un honneur de vous représenter, Élise, vraiment. Merci, maître. Pour tout. Il est parti dans une direction, moi dans l'autre. En marchant dans les rues de Paris, je me sentais plus légère qu'avant, comme si un poids énorme venait de se détacher de mes épaules. Je suis retournée à l'appartement du boulevard Saint-Germain. J'ai regardé autour de moi. Tous ces meubles, ces tableaux, ces objets de valeur, tout cela appartenait maintenant à Julien et Céline. Enfin, techniquement. En réalité, tout appartenait aux banques et aux créanciers. J'ai pris la photo d'Henri sur la cheminée. C'est la seule chose que j'ai emportée. On rentre à la maison, mon amour, ai-je murmuré en regardant son visage souriant. J'ai appelé une entreprise de déménagement. J'ai fait mes valises, mes vêtements, quelques livres, des souvenirs personnels. Rien de valeur. 3 jours plus tard, j'étais dans le train pour Aix-en-Provence. Le train filait à travers la campagne française. Je regardais défiler les paysages par la fenêtre. Les champs d'hiver, les petits villages, les collines au loin. Paris s'éloignait derrière moi. Et avec Paris, toute cette histoire douloureuse. J'avais la photo d'Henri posée sur mes genoux. Je la regardais de temps en temps, et chaque fois, je sentais une bouffée de tendresse mêlée de tristesse. « Tu aurais été fière de moi », ai-je murmuré. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Une vieille dame assise en face de moi m'a souri gentiment. « Vous parlez à votre mari ?» a-t-elle demandé en remarquant la photo. « Oui », ai-je répondu sans gêne. « Il est mort il y a quelques semaines. »« Oh, je suis désolée. »« Merci. Mais il est en paix maintenant. Et moi aussi, je commence à l'être. » Nous avons discuté un moment. Elle s'appelait Marguerite. Elle avait 70 ans.
et rentrait chez elle à Marseille après avoir visité sa fille à Paris. « La vie est étrange », a-t-elle dit. « On passe des années à construire des choses, à accumuler, à posséder. Et à la fin, qu'est-ce qui reste vraiment ? » « L'amour », ai-je répondu. « C'est tout ce qui reste. Le reste n'est que du vent. » Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Vous avez raison, vous êtes une femme sage. » Quand le train est arrivé à Aix-en-Provence, je me sentais étrangement sereine. J'ai pris un taxi jusqu'au petit village de Lourmarin, au pied du Luberon. La maison d'Henri, ma maison maintenant, était exactement comme dans mes souvenirs. Une vieille bastide en pierre, volets bleus, entourée d'oliviers et de lavandes. Henri l'avait achetée il y a 3 ans, quand nous avions décidé de passer nos étés en Provence. C'était notre refuge, notre petit paradis. J'ai ouvert la porte. L'odeur de la pierre ancienne et du bois m'a accueilli. Tout était resté tel quel. Les meubles simples, le canapé usé, la cuisine rustique, rien de luxueux, rien de clinquant, juste une vraie maison. Je me suis assise sur la terrasse. Le soleil de l'après-midi caressait mon visage. Au loin, les collines du Luberon se découpaient sur le ciel bleu. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais chez moi. Les semaines suivantes ont été un processus de guérison. Je réapprenais à vivre seule. Je réapprenais à vivre pour moi. Chaque matin, je me levais tôt. Je buvais mon café sur la terrasse en regardant le lever du soleil. Je travaillais dans le jardin. Je plantais des légumes. Je taillais les rosiers. Les voisins étaient gentils. Madame Blanc, une veuve de 75 ans, m'apportait des confitures maison. Monsieur Perrin, le boulanger du village, me gardait toujours les meilleurs pains. Petit à petit, je reconstruisais ma vie. 1 mois après mon arrivée, j'ai reçu une lettre de Maître Dubois. Il m'informait que Julien et Céline avaient tenté de contester la succession, mais que leur recours avait été rejeté. Ils étaient légalement et définitivement responsables des dettes. La lettre mentionnait aussi que l'entreprise Beaumont avait été mise en liquidation judiciaire. Les appartements à Paris et Lyon avaient été saisis par les banques. Julien et Céline avaient dû vendre leurs propres biens pour commencer à rembourser. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement en banlieue parisienne. J'ai replié la lettre et je l'ai posée sur la table. Je ne ressentais ni joie ni tristesse, juste une forme de justice tranquille. Ce soir-là, je suis montée au grenier de la maison. Henri y gardait des cartons de vieilles affaires. J'ai commencé à les trier. C'est là que j'ai trouvé son journal. Un cahier en cuir usé, rempli de son écriture fine et élégante. Les dernières pages étaient datées des semaines précédant sa mort. J'ai commencé à lire, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. 15 septembre. Les médecins me donnent 3 mois. Peut-être moins. La douleur est insupportable, mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir Élise essayer de rester forte pour moi. Elle mérite tellement mieux. 22 septembre. Julien est venu aujourd'hui. Pas pour me voir, pour me demander combien valait l'entreprise. Il n'a même pas remarqué que j'avais perdu 15 kilos. Il n'a pas vu les tubes, les médicaments. Il n'a vu que les euros. 30 septembre. J'ai tout raconté à Élise. Les dettes, l'effondrement. Elle a pleuré, pas pour l'argent, mais pour moi. Pour le stress que j'ai vécu. C'est à ce moment que j'ai su ce que je devais faire. 10 octobre. J'ai fait transférer la maison de Provence à son nom. Notre compte d'épargne aussi. Ce n'est pas grand-chose, mais elle sera à l'abri. Le reste ira à Julien et Céline. Ils le veulent tant. Ils l'auront. Avec tout ce qui va avec. 15 octobre. Élise a promis de ne pas se battre, de leur donner tout. Elle ne comprend pas encore pourquoi, mais elle le comprendra. Ma douce Élise. Mon dernier cadeau pour elle sera la paix. J'ai fermé le cahier, incapable de continuer. Je sanglotais maintenant ouvertement. Henri, ai-je murmuré. Mon Henri. Les mois ont passé. L'automne a cédé la place à l'hiver, puis le printemps est arrivé avec ses couleurs et ses parfums. Ma vie en Provence avait pris un rythme paisible. Je m'étais inscrite à un club de lecture au village. Je donnais des cours de français à des enfants le mercredi après-midi.
Je cultivais mon jardin. La douleur de la perte d'Henri était toujours là, mais elle était devenue plus douce, moins aiguë. Je pouvais maintenant penser à lui en souriant, me souvenir des bons moments sans que cela me brise le cœur. Un jour d'avril, alors que je jardinais, j'ai entendu le portail grincer. Je me suis retournée, surprise. Je ne recevais jamais de visite sans prévenir. Mon cœur s'est arrêté. C'était Céline. Elle avait terriblement changé. Son visage était creusé, ses cheveux mal coiffés. Elle portait un jean délavé et un pull simple. Plus de vêtements de luxe, plus de sacs de marque. Elle est restée là, immobile, me regardant. « Bonjour, Élise », a-t-elle dit d'une voix faible. Je me suis relevée lentement, en levant mes gants de jardinage. « Céline, comment as-tu trouvé cette adresse ?»« Maître Dubois, je lui ai dit que je devais te voir. » Nous nous sommes regardés en silence. Le chant des cigales emplissait l'air. « Entre », ai-je finalement dit. « Je vais faire du thé. » Nous nous sommes installés sur la terrasse. J'ai servi le thé en silence. Céline regardait les collines, le jardin, la maison simple. « C'est paisible ici », a-t-elle murmuré. « Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle a bu une gorgée de thé, les mains tremblantes. « Tu te demandes pourquoi je suis là ?» a-t-elle dit finalement. « Oui. » Elle a posé sa tasse et m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Pour m'excuser. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Julien et moi, nous avons tout perdu. Nos appartements, nos voitures, nos économies, nous remboursons encore les dettes de papa. Nous en avons pour des années. Je sais, ai-je dit calmement. Julien ne me parle plus. Il me reproche d'avoir accepté l'héritage trop vite. Notre relation est détruite. Elle s'est essuyé les yeux. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que j'ai réalisé à quel point j'ai été horrible, avec papa, avec toi. Sa voix s'est brisée. J'ai passé des mois à relire les documents, à comprendre comment papa a lutté pour sauver son entreprise, comment il a contracté toutes ses dettes en espérant redresser la situation. Et pendant tout ce temps, pendant qu'il se battait et qu'il mourait, je ne pensais qu'à l'argent. Des larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Je n'ai même pas assisté à ces derniers jours. Je n'étais pas là quand il avait besoin de moi. Je suis juste venue réclamer ma part. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Je suis un monstre. Je suis restée silencieuse un long moment, laissant ses sanglots s'apaiser. « Non », ai-je finalement dit. « Tu n'es pas un monstre. Tu es juste humaine, imparfaite, avide, comme nous le sommes tous. » Elle a levé les yeux vers moi, surprise. « Comment peux-tu être si gentille, après ce que nous t'avons fait ?» « Parce que la haine me détruirait, » ai-je répondu doucement. Henri ne voulait pas que je vive dans la haine. Il voulait que je vive en paix. J'ai pris une gorgée de thé. Il vous a donné une leçon, Céline. Une leçon dure, cruelle peut-être, mais une leçon. Quelle leçon ? A-t-elle demandé d'une voix brisée. Que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'avidité détruit tout, que ce qui compte vraiment, c'est l'amour, la famille, les moments partagés. Céline a hoché la tête, pleurant toujours. Je l'ai compris trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer, ai-je dit. Elle m'a regardée, incrédule. Tu ne me détestes pas ? Non, j'ai pitié de toi, et j'espère que tu trouveras ta propre paix. Nous sommes restés là encore un moment, dans le silence. Puis Céline s'est levée. Je dois y aller. Mon train est dans 2 heures. Comment vas-tu vivre maintenant ? Ai-je demandé. Je travaille comme vendeuse dans un magasin. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Je me suis levée aussi. Céline. Oui ? Henri t'aimait, malgré tout. Ne l'oublie jamais. Elle a éclaté en sanglots et m'a serrée dans ses bras. Je l'ai laissée pleurer contre mon épaule. Quand elle est partie, je suis restée sur la terrasse, regardant sa silhouette disparaître au loin. Je ne sais pas si elle trouvera la paix, mais au moins, elle cherche. Les saisons continuaient de défiler. L'été est arrivé avec sa chaleur écrasante
et ses champs de lavande en fleurs. Puis l'automne, encore une fois, avec ses couleurs chaudes et ses vendanges. 1 an s'était écoulé depuis la mort d'Henri. 1 an depuis ce jour terrible où tout avait basculé. J'ai organisé une petite cérémonie au cimetière de Lourmarin. Juste moi, quelques voisins qui m'avaient prise en affection et le prêtre du village. J'ai déposé des roses blanches sur sa tombe, ses fleurs préférées. 1 an, mon amour, ai-je murmuré. 1 an que tu es parti, et je tiens le coup, comme tu me l'as demandé. Le vent faisait bruisser les cyprès autour du cimetière. C'était un endroit paisible, baigné de lumière. Ta leçon a porté ses fruits, ai-je continué. Céline est venue me voir. Je crois qu'elle a compris. Julien, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour... J'ai caressé la pierre tombale. Je vis simplement maintenant, dans notre petite maison. Je cultive des tomates, des courgettes. J'ai même adopté un chat. Tu te rends compte? Moi qui ai toujours eu peur des animaux. J'ai souri à travers mes larmes. Il s'appelle Gaston. Il dort sur ton fauteuil préféré. J'espère que ça ne te dérange pas. Le prêtre s'est approché doucement. Il est temps, Élise. J'ai hoché la tête. J'ai embrassé mes doigts et les ai posés sur la pierre. Je t'aime, Henri, pour toujours. En rentrant à la maison, je me suis arrêtée au marché du village. J'ai acheté des légumes frais, du fromage de chèvre, du pain croustillant. Madame Blanc était là, à son stand de confiture. Alors, Élise, comment allez-vous? Ça va, ai-je répondu sincèrement. Ça va mieux? Vous avez bonne mine. Le soleil de Provence vous fait du bien. Oui, je crois que j'ai trouvé ma place. En marchant dans les ruelles du village, mon panier au bras, je réalisais que c'était vrai. J'avais trouvé ma place, pas dans le luxe, pas dans les appartements parisiens ou les comptes en banque, mais ici, dans ce petit village, dans cette maison simple, entourée de gens gentils. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, j'ai cuisiné une ratatouille, la recette qu'Henri adorait. J'ai mangé sur la terrasse en regardant le soleil se coucher sur les collines. Gaston, mon chat roux, dormait sur mes genoux. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Le procès, la révélation des dettes, le choc sur le visage de Julien et Céline. Je ne ressentais ni joie ni regret, juste une forme d'acceptation tranquille. Henri avait orchestré tout cela, sa dernière volonté, son dernier cadeau pour moi, la liberté. Liberté des possessions matérielles, liberté de l'avidité, liberté de vivre simplement. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe était simple, l'écriture maladroite. C'était de Julien. J'ai hésité à l'ouvrir. Qu'avait-il à me dire? Des accusations? Des insultes? Finalement, j'ai déchiré l'enveloppe. Chère Élise, je ne sais pas comment commencer cette lettre. Je ne suis même pas sûre que tu la liras jusqu'au bout. Céline m'a raconté sa visite chez toi. Elle m'a dit que tu avais été gentille avec elle, que tu l'avais écoutée. Je ne comprends pas comment tu peux être si généreuse après ce que nous t'avons fait. J'ai mis du temps à l'accepter, mais je réalise maintenant que papa avait raison. Nous ne méritions pas son héritage. Nous ne méritions même pas son amour. Nous l'avons abandonné quand il en avait besoin. Nous ne sommes revenus que pour l'argent. Et au final, tout ce que nous avons reçu, c'est la leçon que nous méritions. Je ne te demande pas de pardonner. Je ne te demande même pas de répondre à cette lettre. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Papa a eu raison de te choisir, toi, de te protéger. Tu es une meilleure personne que nous ne le serons jamais. Julien, j'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. J'ai regardé la photo d'Henri sur la cheminée. Ils ont compris, mon amour, ai-je murmuré. Ta leçon a fonctionné. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar. 2 ans se sont écoulés depuis la mort d'Henri. 2 ans que je vivais en Provence, dans notre petite maison. Ma vie était simple, mais pleine. Je faisais partie de la communauté du village. J'avais mes habitudes, mes amis, mes rituels. Chaque matin, café sur la terrasse, jardinage jusqu'à midi, sieste à l'ombre des oliviers, lecture en fin d'après-midi, dîner simple, coucher tôt, une vie tranquille, une vie heureuse.
Un jour de printemps, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. « Élise, comment allez-vous ?»« Très bien, maître. Et vous ?»« Bien, merci. Écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer, quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Mon cœur s'est serré. J'espérais que ce n'était pas un nouveau problème. De quoi s'agit-il? La liquidation judiciaire de l'entreprise Beaumont est terminée. Tous les actifs ont été vendus, toutes les dettes remboursées. D'accord. Il reste un petit surplus. 50 000 €. Légalement, cet argent revient aux héritiers, c'est-à-dire à Julien et Céline. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, l'argent leur revenait. Je comprends. Mais, a continué Maître Dubois, Julien et Céline ont signé une procuration. Ils renoncent à cet argent et ils demandent qu'il vous soit versé. J'ai failli lâcher le téléphone. Quoi? Ils disent que c'est la moindre des choses, que vous avez pris soin de leur père jusqu'à la fin, que vous méritez cet argent plus qu'eux. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui, Élise, acceptez. C'est leur façon de s'excuser. J'ai pris une grande inspiration. D'accord, j'accepte. Quelques semaines plus tard, l'argent a été versé sur mon compte, 50 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour sécuriser mes vieux jours, pour faire quelques travaux dans la maison, pour vivre sans inquiétude. J'ai écrit une lettre à Julien et Céline. Cher Julien et Céline, merci pour ce geste. Il signifie beaucoup pour moi. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il représente. Il représente votre chemin vers la rédemption, votre compréhension de ce que votre père essayait de vous enseigner. Je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais haï. La haine est un poison qui détruit celui qui la porte. Votre père ne voulait pas que je vive dans la haine, et je ne veux pas que vous y viviez non plus. Vous avez appris une leçon difficile, mais c'était une leçon nécessaire. Et maintenant, vous êtes libre de construire une nouvelle vie. Une vie basée non pas sur l'avidité, mais sur des valeurs réelles. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment. Élise. J'ai posté la lettre et je n'y ai plus pensé. La vie a continué. Les saisons ont continué de tourner. Été, automne, hiver, printemps. J'ai commencé à donner des cours de peinture dans ma maison. Des retraités du village venaient chaque jeudi peindre des paysages de Provence. J'ai créé un petit potager communautaire avec mes voisins. Nous partagions nos récoltes, nos recettes, nos histoires. J'ai même recommencé à voyager un peu. Nice, Marseille, Avignon. Rien de loin, rien d'extravagant. Juste de petites escapades pour rompre la routine. Et chaque soir, avant de me coucher, je regardais la photo d'Henri. « Merci, mon amour », lui disais-je. « Merci de m'avoir appris que le bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans la façon dont on vit. » Un jour, 3 ans après la mort d'Henri, j'ai reçu un colis. Pas de nom d'expéditeur, juste mon adresse. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée. C'était une photo d'Henri et moi, prise lors de notre voyage en Italie. Nous étions devant la fontaine de Trévi, souriants, heureux. Et au dos de la photo, une inscription manuscrite « À Élise, la femme qui a appris à notre père ce qu'était le vrai amour. » et qui nous a appris à nous ce qu'était la véritable valeur des choses. Merci. Julien et Céline. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de joie. La boucle était bouclée. La leçon était apprise. Le pardon était accordé. Aujourd'hui, j'ai 67 ans. 5 ans se sont écoulés depuis la mort d'Henri. 5 ans depuis ce jour terrible où Julien et Céline ont débarqué chez moi pour réclamer leur héritage. Je suis assise sur ma terrasse, un verre de rosé frais à la main, regardant le soleil se coucher sur les collines du Luberon. Gaston ronronne sur mes genoux. Mon jardin est en fleurs. Tout est paisible. Tout est parfait. Je repense souvent à cette période sombre de ma vie, au procès, à la révélation, au choc sur les visages de Julien et Céline. Parfois, je me demande si Henri avait raison de faire ce qu'il a fait, si sa leçon était trop cruelle, trop dure. Mais ensuite, je me souviens de la lettre de Julien, de la visite de Céline, du colis avec la photo. Non, Henri avait raison, absolument raison. Il ne leur a pas donné une punition. Il leur a donné une opportunité de devenir de meilleures personnes.
et ils l'ont saisie. Céline m'envoie une carte postale chaque année à Noël. Elle travaille maintenant comme infirmière. Elle a rencontré quelqu'un. Elle semble heureuse. Julien s'est remarié. Il a 2 enfants. Il dirige une petite librairie à Lyon. Rien de spectaculaire, mais il dit qu'il est enfin en paix. Ils m'ont invité plusieurs fois à leur rendre visite. Je n'y suis pas encore allée. Peut-être un jour. Ou peut-être pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils ont trouvé leur chemin, qu'ils ont compris. Quant à moi, je vis ma vie tranquille ici, en Provence. J'ai mes amis, mon jardin, mes cours de peinture. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas de grande maison ni de voiture de luxe. Mais je suis heureuse, profondément, sincèrement heureuse. Parce que j'ai compris ce qu'Henri essayait de m'enseigner. Ce qu'il a essayé d'enseigner à ses enfants. Que la richesse véritable ne se mesure pas en euros ou en biens matériels. Elle se mesure en moments partagés, en amour donné et reçu, en paix intérieure. Henri possédait des millions et il était malheureux, rongé par le stress et les dettes. Maintenant, je possède peu et je suis heureuse. C'est ça, la vraie leçon. Le soleil a disparu derrière les collines. Le ciel est devenu rose, puis violet, puis bleu nuit. Les premières étoiles apparaissent. Je rentre dans la maison. Je prépare un dîner simple, salade, fromage, pain. Après le repas, je m'installe dans mon fauteuil préféré avec un livre. Gaston saute sur mes genoux. Avant de commencer à lire, je regarde une dernière fois la photo d'Henri sur la cheminée. « Bonne nuit, mon amour », dis-je comme je le fais chaque soir. « Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour cette vie. Merci pour la leçon. » Et dans le silence de ma petite maison, je sens presque sa présence. Comme s'il me souriait, fier de ce que je suis devenue. Je ferme les yeux un instant. Quand je les rouvre, Gaston me regarde de ses grands yeux verts. « Allez, viens, lui dis-je. C'est l'heure de dormir. » Je monte à l'étage, Gaston sur mes talons. Je me mets au lit. Par la fenêtre ouverte, j'entends les cigales chanter leur dernière chanson de la soirée. Je m'endors en souriant, le cœur en paix. Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Non pas tout ce que je voulais, mais tout ce dont j'ai besoin. Et c'est la plus grande richesse qui soit. Cette histoire a été celle d'Élise Fontaine, une femme de 62 ans qui a découvert que la meilleure vengeance n'est pas la haine, mais la sagesse. Une femme qui a appris que donner tout peut signifier tout gagner. Une femme qui a compris que la vraie richesse se trouve dans la simplicité, l'amour et la paix intérieure. Et une femme qui, malgré la perte de l'homme qu'elle aimait, a trouvé le bonheur dans une petite maison de Provence, entourée d'oliviers et de lavandes. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter d'où vous nous écoutez. À bientôt pour une nouvelle histoire.